En 1924, une femme a fait ce que personne n'avait osé faire avant elle. Elle a traversé l'Himalaya déguisée en mendiante pour espérer s'introduire au Tibet, un pays qui est alors interdit aux étrangers. Pourtant, on entend très peu parler d'elle. La question que je me pose, c'est comment cette femme a pu redéfinir le sens de la liberté pour elle à une époque qui la lui refusait complètement, et comment moi, en 2025, j'ai encore besoin d'entendre son histoire. Donc, Louise Eugénie Alexandrine Marie David, née en 1868 près de Paris, dans un monde où les femmes sont censées rester à leur place. Elle grandit entre deux univers, donc un père franc-maçon libre-penseur qui la pousse à débattre, à lire, à comprendre et à apprendre le monde, et une mère très conservatrice catholique qui clairement la pousse à remplir ses devoirs de femme de l'époque. Et entre ces deux voies, Alexandra choisira vite la sienne. Alors que les jeunes filles de son âge apprennent à coudre ou à tenir une maison, elle dévore les livres de Jules Verne, des stoïciens, des mystiques. Deux idées se solidifient alors dans sa tête et seront vraiment les lignes conductrices de sa vie, l'idée de liberté et la solitude. Et je vous dis que j'ai quitté ma famille à 5 ans parce que je voulais voir ce qu'il y avait dans le bois de Vincennes. Voilà, je me suis sauvée. Et puis alors après ça, quand j'étais plus grande, eh bien, je me suis sauvée davantage pour voir ce qu'il y avait plus loin. À 15 ans, c'est sa première vraie fugue. Elle part direction l'Angleterre. Dans son adolescence, Alexandra David-Nel est influencée par Élisée Reclus qui éveille son intérêt pour les courants anarchistes et féministes. Engagée un temps dans des cercles de femmes et au journal féministe La Fronde, elle finit par s'en détacher, estimant que l'émancipation économique des femmes est plus urgente que leurs revendications politiques, qui sont souvent portées, selon elle, par une élite déconnectée des réalités sociales. On la traite alors tour à tour d'excentrique, d'orgueilleuse, mais ce qu'elle a en elle, c'est vraiment une colère viscérale et une envie de vivre, et c'est cette période-là qui cristallisera son envie d'aventure. En 1889, à 21 ans, elle se convertit au bouddhisme. Elle apprend le sanskrit, le tibétain, et cherche déjà un sens à tout ce qu'elle lit. Mais avant de devenir exploratrice, elle devient d'abord chanteuse d'opéra. L'opéra, pour elle, c'est une première forme de liberté et de voyage. Elle chantera à Hanoï, à Athènes, puis à Tunis où elle posera ses valises quelques années pour se consacrer à des travaux intellectuels. À ce moment-là, Alexandra publiera pas mal d'essais sur le féminisme, le bouddhisme, la liberté. À Tunis, elle rencontre Philippe Nel, qui est ingénieur. Ils se marient alors qu'elle a 36 ans. C'est un âge de vieille fille, selon l'époque. Ils s'aiment et se respectent, mais ils ne rêvent vraiment pas de la même vie. Elle veut marcher, découvrir le monde, explorer, et lui aimerait qu'elle reste en bonne femme bourgeoise. Mais bon, vous commencez à la connaître, on ne dit pas quoi faire. Elle décide de partir en Asie. Censée rester que quelques mois, elle y restera 14 ans. Et pendant ces 14 ans, Philippe et elle continueront à s'écrire, et ce jusqu'à la fin de leur vie, même s'ils se remettront jamais ensemble. En 1911, à l'âge de 43 ans, Alexandra arrive enfin là où elle rêvait toujours d'être, l'Himalaya. Elle s'installe au Sikkim, au nord de l'Inde, à la frontière du Tibet, où elle en apprend plus sur le bouddhisme tibétain, les maîtres spirituels, la méditation. Elle vit d'abord dans un monastère, puis dans une grotte perchée à environ 4000 mètres d'altitude. Elle y médite seule pendant des semaines entières, y pratique le yoga, étudie les textes bouddhistes en tibétain et en sanskrit, et n'est fournie en nourriture que 2 fois par an. Elle écrit « Je suis née 2 fois, une première fois à Paris, une seconde dans une caverne. » Elle dira plus tard qu'elle aurait aimé y mourir dans cette caverne tant elle y était heureuse. À Sikkim, elle rencontre un jeune lama, Yongden. Il a à peine 15 ans. Elle voit en lui un élève, puis très vite, un fils spirituel. Elle adoptera officiellement des années plus tard. C'est une relation profonde. Ces 2 âmes qui se reconnaissent dans une solitude partagée. Ensemble, ils méditent, voyagent et s'enseignent mutuellement. Les années passent. À plus de 50 ans, Alexandra parle tibétain, connaît tous les rites, connaît bien les codes, mais il y a une limite qu'elle ne supporte pas. À 55 ans, en 1924, elle va faire ce que personne n'avait fait avant elle. Avec Yongden, son fils, ils se barbouillent le visage, ils se déguisent en haillons, et ils vont marcher pendant des kilomètres et des kilomètres à travers l'Himalaya pour atteindre la cité interdite de Lhasa au Tibet,
Et ils vont marcher comme ça pendant 4 mois. 4 mois dans le froid, avec la faim, à dormir dehors. Des fois, ils se font presque cramer par les autorités anglaises, donc ils marchent de nuit. En fait, les autorités anglaises remarquent un comportement bizarre chez Alexandra, c'est qu'elle va souvent se laver. Et c'est quelque chose qui est pas normal pour une mendiante tibétaine comme ça. Elle griffonne dans son carnet, rien n'est plus enivrant que de n'avoir plus peur. Donc la meuf, elle s'en fout en fait, hein. Elle a plus peur, elle veut juste atteindre son but. De toute façon, tous les gens qui l'ont rencontrée dans leur vie sont d'accord pour dire que c'était une femme très bornée. Dès qu'elle avait quelque chose en tête, tu pouvais pas lui faire changer d'avis. Et un matin, les toits dorés de Lhasa apparaissent. Yongden et Alexandra y resteront 2 mois. À son retour, le monde entier l'acclame. Elle répond « Je n'ai fait que suivre mon chemin ». Après des années de voyage, Alexandra rentre enfin en France. Elle donne des conférences un peu partout en Europe pour raconter son périple. En 1928, elle se rend dans une agence immobilière à Marseille. Elle cherche à s'installer dans la région afin de trouver un coin pour pouvoir avoir un pied-à-terre et écrire toutes ses aventures. Une agence immobilière à Marseille, elle dit « Mais est-ce qu'il n'y aurait pas un coin dans l'arrière-pays où il y a quelques petites montagnes, quelques petits arbres, une petite rivière ?» Ben, elle dit « Écoutez, allez voir Digne-les-Bains. » Elle finira à Digne, dans une maison qu'elle baptise Samsenzong, forteresse de méditation. Après la mort de son fils en 1955, elle y sera accompagnée de Marie-Madeleine Perronnet, Tortue comme elle l'a surnommée. Pendant des années, elle restera à Digne, plus capable de voyager, pour écrire l'œuvre de sa vie. À 100 ans, elle renouvelle son passeport. À 101 ans, elle nous quitte. Tortue l'accompagnera jusqu'à sa mort, et même après, car c'est grâce à elle que la mémoire d'Alexandra continuera de résonner pendant longtemps. Le Dalai Lama lui rendra visite à la maison 2 fois après sa mort. Ce que j'admire chez Alexandra, c'est que vraiment, elle s'en balance des limites de son époque, de ce qu'une femme est censée faire ou pas faire. En fait, elle faisait des choses que même maintenant, pour une femme, c'est compliqué de faire. Voyager seule comme ça autour du monde, il y en a qui le font, mais ça reste quand même assez limité. Après, bien sûr, si on veut nuancer le propos, sa liberté, elle existait dans un monde qui n'était pas vraiment. Donc elle avait des privilèges, c'était une femme blanche, elle avait un passeport européen, elle a beaucoup voyagé dans l'ancien territoire colonisé français finalement. Mais bon, ce que j'apprécie chez elle, c'est que c'était vraiment pas dans une intention de civiliser certaines parties du monde, c'était vraiment de comprendre et c'était son propre cheminement qui comptait en fait. Et du coup, ses voyages et ses rencontres ont fait que consolider ce qu'elle pensait et lui en apprendre un peu plus sur ce dont elle cherchait des réponses. Je vais vous laisser en bio aussi les quelques livres et les ressources qui m'ont aidé à faire cette vidéo sur elle. Merci d'être resté jusqu'au bout. Aujourd'hui, on entend vraiment tout le temps les mêmes noms et les mêmes visages. C'est pour ça que c'est important de raconter des histoires comme celle d'Alexandra. Et des Alexandra, il y en a plein d'autres. Merci Alexandra et merci à toutes celles et ceux qui continuent d'ouvrir des voies silencieuses.